Bien, merci Virginie, bonjour à tous. Alors, je vais être une parfaite illustration des propos d'Olivier pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes implantés à Nice et nous sommes une des toutes premières entreprises qui a été, je dirais, accélérée au sein de l'univers santé de la métropole de Nice, donc au sein du bâtiment Le Paillon. Le deuxième point, c'est qu'on est au cœur de cette révolution de la santé, c'est-à-dire du passage d'une santé très réactive, très curative, vers une médecine plus préventive, participative et personnalisée, voire demain, et on en parlait du génome, prédictive. IgniLife, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de web et mobile de coaching santé. Nous, notre idée au départ, c'était une réunion finalement d'expertise, à la fois médicale, technologique, d'ingénieurs, également de designers et d'entrepreneurs, pour réfléchir comment on pouvait apporter de la valeur ajoutée finalement aux personnes à l'intérieur des systèmes de santé d'aujourd'hui. Et on s'était dit, finalement, les individus aujourd'hui ont beaucoup de difficultés quand même à avoir les bonnes informations, à savoir comment se prendre en charge, et il faudrait peut-être les aider parce que le système médical, la consultation au médecin traitant ne vous permet pas de le faire. Les consultations sont généralement d'une douzaine, quinzaine de minutes, elles sont très chronométrées. On va certainement, vous allez parler à votre patient, votre médecin de ce qui se passe, il n'aura pas nécessairement le temps de vous prendre en charge de manière globale. L'idée avec IgniLife, c'est effectivement de permettre aux personnes en médecine préventive et notamment en primaire, de faire le bilan d'eux-mêmes par un petit questionnaire web et mobile d'une dizaine de questions qui permet de connaître à la fois la santé perçue de l'individu et également ses facteurs de risque. Et à partir de cette connaissance de lui-même, on va actionner des informations pour lui et on va actionner des programmes personnalisés pour lui dans tous les domaines. Ça, c'est un point qui est très important pour nous, c'est voir la personne dans sa globalité, à la fois sur l'activité physique, à la fois sur la nutrition, à la fois sur toute la clinique préventive, et également un aspect souvent oublié mais très important, toute la santé émotionnelle de la personne, son niveau de stress, son anxiété, son estime de soi. D'accord, donc concrètement, comment ça se passe? Si on veut se connecter, si on veut utiliser IgniLife, comment, moi, si demain je voulais pouvoir bénéficier de ces services, comment ça se passerait? Alors, comme toute start-up, on doit avoir un modèle économique si on veut être viable dans le temps. Donc nous, notre modèle économique, vous n'avez pas un accès grand public finalement à cette plateforme aujourd'hui. Ça peut venir demain. Aujourd'hui, nous mettons à disposition cette plateforme auprès de nos partenaires prescripteurs que sont les compagnies d'assurance. Donc nous travaillons aujourd'hui déjà sur le marché suisse avec le leader de l'assurance santé en Suisse et avec un des grands leaders de la prévoyance santé en France. Donc en fait, les prescripteurs mettent à disposition de leurs membres cette application gratuitement pour eux, pour qu'ils puissent se connecter, tout simplement. Et c'est eux qui renseignent directement les données? Oui, l'utilisateur, si on veut qu'il se prenne en charge, c'est lui qui met les données, l'ensemble des données. Il répond à son questionnaire, il a ensuite accès à ses différents programmes. Ces programmes sont très connectés, très sociaux également, donc il peut partager, non pas les données, mais ses informations ou trouver de la motivation et du support avec les autres membres de la communauté au sein d'IgniLife. Et il vit, je dirais, sa vie à son rythme, selon ses priorités et selon ce qu'il a envie de faire. On ne lui impose rien. D'accord. Et le constat de la part d'une compagnie d'assurance, donc qui est votre client, c'est lequel sur la notion d'utile pour ses adhérents? Alors, il y a plusieurs enjeux pour la compagnie d'assurance. Le premier enjeu aujourd'hui, vous savez qu'il y a une loi qui est passée en février 2013, qui est la loi ENI, donc qui va obliger l'ensemble des entreprises à prendre des assurances, des complémentaires santé pour leurs collaborateurs. Donc les compagnies d'assurance aujourd'hui sont dans un marché extrêmement concurrentiel. Et il y a d'abord, je pense, une nécessité pour elles de se démarquer et d'avoir un contact beaucoup plus proche, beaucoup plus personnel avec leurs utilisateurs, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc il y a à la fois de la différenciation, c'est un de leurs premiers objectifs. Le deuxième, c'est de créer un lien beaucoup plus étroit avec leurs membres qu'ils n'avaient auparavant. Et le troisième enjeu, mais ce n'était pas un enjeu immédiat, mais c'est un enjeu également de prévention du risque, parce qu'ils n'ont pas accès à des données individualisées, mais ils ont accès à des données globalisées qui leur permettent de faire des analyses de risque. C'est important pour eux également. Mais comment ça se traduit cette analyse pour l'adhérent qui va être connecté sur votre interface? Qu'est-ce qu'il a comme question? Qu'est-ce qu'il a comme... il renseigne quoi au juste? Alors c'est très simple. Au tout départ, il va répondre simplement à 10 questions. Les 10 questions qui vont nous permettre d'identifier ces facteurs de risque en prévention primaire. Donc on va lui demander sa taille et son poids. Donc vous allez avoir l'IMC. On va lui demander ses habitudes au niveau du tabac, au niveau de l'alcool, au niveau de son alimentation, avec une question de base, puisque le risque principal est souvent lié dans l'alimentation aux fruits et légumes. Donc on va juste poser cette question au départ. Ensuite, on va analyser son comportement au niveau de la durée et de la qualité de son sommeil. Et ensuite, on va aller une question sur la partie du stress,
la partie de l'anxiété et le support, le soutien social de la personne. Et enfin, comme on connaît son âge et son sexe, on va lui présenter différents examens, dépistage et vaccination, lui demander est-ce que vous avez eu ces examens, est-ce que vous avez eu ces dépistages, est-ce que vous avez eu ces vaccins, il va dire oui ou non, et on aura une première synthèse dans laquelle on va lui donner son score, et à partir de ce score, on va lui donner des premières informations et des indications, voilà ce qu'on vous suggère que vous pourriez faire, et il va pouvoir creuser un petit peu plus s'il le souhaite par des questionnaires complémentaires pour en savoir un petit peu plus, ou démarrer des programmes. Donc dans les programmes, vous pouvez avoir « je veux mieux gérer mon stress »,« je veux apprendre à méditer », j'ai envie de modifier mon habitude alimentaire, je mange trop rapidement, j'ai envie de diminuer ma manière de manger. Donc on va lui mettre des tas de programmes dans différentes... C'est génial. C'est du coaching mais sous forme de e-learning, c'est interactif, ludique j'imagine. Tout à fait. Alors c'est très important l'expérience utilisateur dans ce qu'on a développé effectivement. Je disais tout à l'heure, dans les cofondateurs, on a un directeur artistique qui est Nicolas et qui est quelqu'un de fantastique. Et on a beaucoup travaillé effectivement la facilité d'utilisation, le design pour que ce soit très agréable et la gamification comme on l'appelle, c'est un mot en anglais, le côté ludique je dirais, c'est-à-dire vous gagnez des points, vous avez des encouragements, vous gagnez des badges, vous pouvez partager de manière très sociale avec les autres utilisateurs. Donc oui, il faut que ce soit une expérience qui vous soit individualisée, personnalisée, agréable et sociale. Ah, c'est génial. On est acteur de notre santé en quelque sorte, puisqu'en tout cas, vous les challengez à devenir mieux en quelque sorte. Et s'ils deviennent mieux, alors en plus de ça, ils gagnent des trucs. Enfin, c'est... Tout à fait. Ça reste virtuel, il n'y a jamais de vrai cadeau. Mais le cadeau, déjà, c'est de se porter mieux, j'imagine. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, tout à fait. Mais l'intérêt, c'est de vraiment que la personne prenne conscience. C'est déjà une première mission qui est accomplie, finalement. Ouais. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, avec notre plateforme, on va réussir à régler tous les problèmes. Mais déjà, la prise de conscience est déjà un élément majeur. Déjà, le fait d'avoir une information qui vous est plus ciblée pour comprendre ce qui se passe, c'est aussi un élément majeur. Contrairement à Google, vous allez trouver des tas d'informations, ça peut être très anxiogène. Ah, ça fait peur. À l'intérieur d'InnyLife, finalement, on vous pose des bonnes questions, puis on va vous donner des bonnes recommandations. Des recommandations qui sont toutes basées sur, aujourd'hui, la preuve scientifique, c'est-à-dire sur ce que les sociétés savantes vont publier. On ne va pas vous inventer le régime à la mode, on ne va pas vous dire de faire telle ou telle chose si, pour nous, on n'a pas la preuve scientifique derrière. Donc déjà, c'est aussi un tiers de confiance pour l'utilisateur. D'accord. Vous avez un comité scientifique reconnu ? Tout à fait. Alors, reconnu, pas nécessairement parce qu'on va prendre de très grands professeurs dans tous les établissements hospitaliers, reconnu parce qu'on a mis autour de nous des médecins très pratiques de terrain qui connaissent bien les patients, qui connaissent bien les enjeux des patients. D'accord. Bon, pour moi, c'est assez clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, une question. Alors, j'ai une question très, très provocatrice, un peu qui correspond à la question que posait Michel à Olivier tout à l'heure, sur le... par rapport aux relations avec ces boîtes d'assurance, et en particulier en Suisse. Donc, grosso modo, vous fournissez ces données sur l'IMC, le tabac, à l'assurance forcément, puisque c'est elle qui met en ligne votre solution. Et est-ce que vous savez si déjà en Suisse, ils commencent à prendre en compte pour des prises en charge les facteurs de risque, tout style vous fumez, donc on ne vous prend pas en charge pour votre bronchite chronique ou pour votre cancer. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre contrat leur permet d'utiliser ces données? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la Suisse, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était de la différenciation sur le marché par rapport à la concurrence. Les sociétés d'assurance en Suisse ont une extrêmement mauvaise image auprès du grand public. Il y a eu des lois d'ailleurs qui sont passées pour essayer de mettre une assurance plutôt nationale et étatisée. Bon, au référendum, ça a été un petit peu, ça a été refusé. Mais non, en Suisse, on est sous la marque InnyLife et finalement, ils ne veulent avoir accès à rien. Rien de rien. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir un service innovant à proposer. Sur la France, c'est un petit peu différent. Ils ont accès à des données anonymisées entièrement, qui sont hébergées, c'est un hébergeur agréé de santé. Donc nous, on respecte l'ensemble de la législation française. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est non pas d'individualiser le risque et de dire, d'abord c'est interdit par la loi de 1966, de toute façon c'est impossible, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir peut-être faire plus de prédictifs sur leurs risques. Et donc quand on globalise de l'information, c'est très intéressant. Et nous aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'individu a ces données et qu'il peut les utiliser comme il le souhaite. Et ça aussi, c'est un élément majeur pour lui. Il fait, comme disait Olivier tout à l'heure, c'est à la fois, je pense que la donnée est quelque chose d'important pour l'individu, s'il veut se prendre en charge, et s'il veut peut-être le partager demain pour être mieux pris en charge. Quant à l'assureur, je ne pense pas aujourd'hui qu'ils veulent dépasser ses limites. Mais peut-être que demain, si les systèmes de remboursement sont modifiés,
si eux-mêmes vont devoir être responsables de certains remboursements, peut-être, et qui mettent en place peut-être des réseaux de soins qui leur sont propres, peut-être que demain, ils voudront en savoir un petit peu plus pour mieux accompagner le patient. Ça, c'est une question finalement de bien réfléchir à la situation. En Allemagne, les mutuelles prennent en charge, ils savent très bien qu'ils ont des diabétiques, ils les prennent en charge, ils disent nous, on veut savoir les données sur vous pour mieux vous aider, et non pas pour vous augmenter votre prime ou vous dérembourser. Au contraire, c'est pour personnaliser l'accompagnement qu'on veut faire aux diabétiques. Donc vous voyez, on peut prendre aussi la chose dans le sens inverse, plutôt comme un outil pour vous aider. Objective. Non, mais comme toujours, ça sera pris dans les deux sens. Oui. Comme toujours. C'est-à-dire que à la fois, vous avez raison, et quand vous dites peut-être, on sait que c'est sûr. Aujourd'hui, on voit bien que la sécurité sociale, elle prend de moins en moins en charge la globalité du remboursement. Ça s'amenuise chaque année de manière significative. Ça va finir que sur les grosses chirurgies et les CMU. Et donc tout le reste, le remboursement de notre quotidien va être pris en charge par les assurances. Donc ça, on le sait déjà. Donc il n'y a pas, quand vous dites peut-être, on le sait. Donc on le sait, bien sûr que ça va permettre une médecine personnalisée, bien sûr que ça va permettre une médecine qui va être plus adaptée grâce aux données qu'ils vont avoir sur les modes de vie, sur la manière de prendre un traitement. Pour les femmes comme nous, peut-être que le traitement il va être plus adapté de le prendre le soir ou le matin que pour les autres, etc. etc. Donc évidemment que c'est très vertueux, mais en même temps, on se dit que pourquoi on ne va pas finir comme avec les assurances de la voiture. Et pourquoi pas ? La voiture, tout le monde trouve normal de payer un bonus à malus. Pourquoi là, ça ne serait pas le cas, alors que c'est pour notre santé que c'est très très important. Donc, comme toujours, ça va être, à mon avis, comme disent les avocats, à charge et à décharge. On le fait déjà pour les assurances des prêts. Ouais. Immobiliers, bien sûr. Oui. Tout à fait proportionnel. Exactement. Au risque. Ouais, exactement. Mais je pense qu'autour de la donnée de santé, il faut avoir des débats sereins et je pense qu'il faut avoir des cadres réglementaires. J'étais au Luxembourg la semaine dernière, il y avait un petit colloque sur le transhumanisme. On revient sur les NBSC, on parlait des biotechnologies, nanotechnologies. On va vivre 1000 ans si on suit le docteur Laurent Alexandre. Mais il y avait un sujet sur les données personnelles, donc là, les données personnelles en globalité. Donc on sait qu'il y a un cadre réglementaire européen qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année sur les données personnelles et qui va être pour toute l'Europe. Donc ça, je pense que c'est déjà très très bien. La donnée de santé est un peu particulière parce que c'est à la charge des États finalement de mettre leur réglementation. Donc à voir comment les choses vont se passer. Mais nous, on a besoin, les industriels, d'avoir des cadres réglementaires qui sont précis. Je pense qu'il faut aussi que les médias ne fassent pas trop peur non plus aux individus. Je pense que la donnée, elle peut avoir un sens dans la pathologie chronique, réellement, parce que je donnais l'exemple allemand tout à l'heure, parce qu'il y a des besoins de suivi de biométriques qui sont importants. C'est ça qui permet de savoir si la personne est bien ou n'est pas bien. C'est ça qui va permettre d'adapter le traitement ou qui va permettre peut-être au médecin de dire là, il faut que je voie le patient tout de suite parce que franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a besoin de ce partage de données et il ne faut pas que les individus en ont peur parce que ça peut être au contraire un outil d'aide. Maintenant, moi je pense qu'en France, le cadre réglementaire au niveau des assurances est extrêmement clair. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette intervention ? Oui, une question. Oui. Je vous remercie, William Bénichou. Je suis extrêmement séduit, comme la plupart des gens ici, sur les perspectives qui s'ouvrent à nous, tous ces progrès qui vont en principe faciliter la vie et améliorer la prévention. Mais en même temps, il y a une grosse inquiétude sur les usages malveillants qui pourraient être faits demain de toutes ces banques de données personnelles. On peut imaginer par exemple des progrès d'un autre côté en termes de cyberattaque pour casser les codes des banques de données et permettre ainsi de connaître les profils de morbidité, tous les protocoles thérapeutiques concernant des grands décideurs politiques ou économiques ou des responsables de la société civile et ainsi exercer des pressions insupportables. Deuxièmement, on sait que les Japonais, par exemple, sont très très férus en matière de groupes sanguins. Ils considèrent d'ailleurs que les types professionnels, on va les dénicher à travers une typologie des groupes sanguins qui dit que demain, les cyberattaques ne permettront pas de dénicher tous les gens qui ont tel profil de groupe sanguin. On peut imaginer aussi, puisque vous avez parlé des compagnies d'assurance, d'ajouter les banquiers qui demain peuvent, par exemple, décider de modifier leur stratégie de prêt et de financement en fonction des risques plus ou moins bien appréciés en collusion éventuellement avec les compagnies d'assurance. Autrement dit, vous médecins et vous scientifiques et
spécialiste de start-up, vous avez toute légitimité pour nourrir cet enthousiasme sur les perspectives de prévention. Mais vous ne pouvez donner aucune garantie, je me tourne vers l'avocat cette fois-ci, vous ne pouvez donner aucune garantie quant à la sécurisation des données. Et là, ça demande encore de grands progrès. Parce que quand on sécurise les données, on fait aussi des progrès en matière de cyberattaque. Et en plus, le système juridique extrêmement laxiste que nous avons en général en Europe ne permet pas de mettre en place des sanctions exemplaires en cas de violation des données personnelles. Alors, c'est toujours l'éternelle course du gendarme et du voleur. Il y a des exemples aux États-Unis où des hôpitaux se sont fait voler des données entières, notamment de patients qui étaient atteints du sida. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous, ce qu'on dit... Alors, je ne suis pas certain que le cadre réglementaire européen est si laxiste que ça. Moi, je pense que c'est un des plus durs du monde et un des plus réglementés du monde. Et je pense qu'en Europe, s'il y a un mouvement aujourd'hui qui peut être exemplaire pour le reste du monde, c'est bien l'Europe, et notamment avec son projet sur les données personnelles. Je pense qu'on va être un peu la lumière du monde sur les données. Donc, et la protection des données personnelles des individus. Donc je pense que là-dessus, je ne partage pas nécessairement votre avis. Par contre, sur la sécurisation, ce que nous, on peut garantir, c'est qu'on a un cadre. J'ai mon CTO, David, qui est présent, on pourrait vous l'expliquer en détail. On suit toutes les recommandations en France, par exemple, sur la ZIP Santé, qui nous donne un cadre réglementaire pour protéger les données, pour les anonymiser, pour les héberger, pour se donner un maximum de garanties. Et ça, nous, on le fait. Et c'est un cadre qui est déjà extrêmement sévère par rapport à d'autres pays. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Je partage tout à fait votre analyse. Le cadre juridique européen est l'un des plus stricts du monde, je pense. Et en France, l'hébergement de la donnée, c'est quand même très, très, très encadré et très sanctionné.